comprend ce qui se passe. Et 4, on peut faire la prédiction. Mais lorsque je dis interprétation, le mot n'est pas facile à comprendre. Si je lâche ce morceau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a la gravitation. Et c'est faux, il n'y a pas de gravitation. Monsieur Newton, il a inventé. Ça n'existe pas, la gravitation. Ça n'a jamais existé. Et ça n'existera jamais. Est-ce que vous savez? La gravitation n'existe pas. Il y a un monsieur qui s'appelle Henri Poincaré. C'est un philosophe et mathématicien français. Il a écrit un livre en 1906 qui s'appelle La science et l'hypothèse. Et dans lequel il dit que toutes les théories du monde, tous les principes du monde sont les fruits d'une imagination. Nous les avons inventés. Et Einstein disait la même chose. Toutes les théories résultent d'une imagination. Nous avons imaginé la gravitation. Ce qu'on a, il va attirer celui-là avec une force qui s'appelle la force de gravitation, il y a la Gm1m2 divisé par d au carré. Cette force-là, avec la théorie, avec les mathématiques, ça permet d'interpréter ce qui se passe. On comprend à travers ce modèle, tiens, parce que la gravitation est attirante. Vous avez vu quelqu'un en train d'attirer? Vous avez vu? Non, vous ne le voyez pas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de tomber. Dans la relativité d'Einstein, il dit qu'il n'y a pas de gravitation. C'est la présence de la Terre qui va déformer l'espace-temps entre ce corps-là et la Terre. Et ce corps-là va se déplacer dans un espace déformé. Et avec ça, il a établi la théorie de la relativité. Il n'y a pas de force, il n'y a pas de gravitation. Donc deux théories beaucoup plus générales. La relativité, la mécanique classique, c'est un cas particulier, et qui se base sur deux principes complètement opposés, je peux dire, et qui expliquent la même chose. Toutes les théories, ce sont des inventions de l'esprit humain. Ne pas confondre la réalité avec les hypothèses, avec les principes de la théorie. C'est clair ce point. On dit, je suis en train de voir ça en train de tomber, et non pas, je suis en train de voir la gravitation. حنا تنتعلموا فيها في المعاملات الانسانيه ديالنا. عاد في التليفون ما جاوبتنيش، ما بغيتيش تجاوبني. باش عرفتي باش نجاوبك؟ باش عرفتي؟ عيط لك مسد المره تنصور لك ما تجاوبش. دونك ما بغيتيش تجاوبني. Donc on transfère une réalité sur une interprétation. Une réalité, il n'a pas répondu, ça c'est une réalité. Maintenant, pourquoi il n'a pas répondu, c'est une imagination. Alors, 1913, Bohr, il utilise le résultat de trois théories, l'électromagnétisme, la mécanique classique et le début de la mécanique quantique. On voit le rayonnement et les quantiques à H. Il a trouvé une expression, je ne sais pas si vous l'avez fait en mathématiques, à travers laquelle il trouve parfaitement la constante de Rayleigh, RH. Il le trouve mathématique. C'est incroyable. Il a réussi à trouver la formule de Wagner, théoriquement. Mais il a inventé un modèle. L'eau, un spectre, on voulait comprendre les règles. On comprend l'origine des règles. C'est quoi les règles? C'est une transition électronique. Je passe d'un niveau vers le bas et j'envoie un photon. Jusqu'à maintenant, personne au monde ne sait comment on envoie le photon. Je vous envoie un photon, l'atome il l'absorbe. De quelle manière il va l'absorber? On ne sait pas. Il va passer par le niveau supérieur. Très bien. Il y a un monsieur qui s'appelle Albert Einstein, en 1917, même en 2010, il s'est posé la question suivante. Si j'envoie un photon vers cet électron qui se trouve ici, il va passer vers le haut, niveau supérieur. Ce qu'on appelle l'absorption. Si je laisse l'électron ici, à un moment donné, quelques nanosecondes, il va retomber vers le bas, on envoie le même photon. Einstein s'est posé la question suivante. J'envoie un premier photon, ici, l'électron va passer au niveau supérieur. J'envoie un deuxième photon, de même longueur d'onde. Qu'est-ce qui va se passer? J'envoie le premier photon ici. L'électron absorbe, passe ici. J'envoie un deuxième photon. L'électron se trouve ici. Qu'est-ce qu'il va faire l'autre atome? Il va redescendre en envoyant le même photon. Tiens,
J'envoie un photon et je récupère 2. C'est ce qu'on appelle le principe du laser. Il a inventé le principe du laser. Mais il n'y avait pas encore la technologie qui permet de construire ce laser. Il a été inventé dans son esprit. C'est ce qu'on appelle l'émission stimulée. La première, c'est absorption. Il monte vers le haut. Tu laisses un moment, quelques nanosecondes, il va retomber. C'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Maintenant, tu envoies un photon, absorption, tu envoies un deuxième photon, il va vous donner le même photon. C'est l'émission stimulée. C'est le principe du laser. Donc, on est en train d'inventer de la science avec de l'imagination. Il faut se poser les bonnes questions. Ça ne s'arrête pas là. Le spectre que vous avez vu, si je trace l'intensité en fonction de la couleur, voilà ce que vous avez ça. L'intensité. Il est maximal au centre, il diminue dans les bords. Vous avez vu le spectre? Faible ici, maximum le soleil, maximum vers le jaune. C'est pour ça qu'on voit le soleil presque jaune. Si je diminue la température, vous faire tout ce que vous voulez, il le brûle, et fait passer le spectre, diminue la température et le monte, il trace à la peau. Pour interpréter. La théorie permet de dire que si j'intègre la fonction, je trouve toute la puissance émise. La puissance par mètre carré. La théorie qu'on a fait, qu'on a calculé, on a trouvé ce paramètre-là. Regardez s'il vous plaît. Sur le Soleil, on a 63 MW par mètre carré. Alors dites-moi ce que vous savez en termes de puissance. C'est quoi 60, 100 MW? Ça nous convient rien. En génétique, vous devez savoir cette information. Une centrale électrique, ça donne combien de puissance? Une centrale nucléaire, une centrale éolienne, une centrale hydraulique. Je ne sais pas. C'est la réponse. Non, plus 60. Les services. Je peux fermer. Les genres de gauche, gauche. Oui. Hors de grandeur, centrale électrique, charbon, fioul, centrale nucléaire, centrale éolienne, hors de grandeur. Vous devez savoir ça. Lorsque vous allez passer le concours d'accès à n'importe quoi, on va vous poser des questions d'ordre général. Et ça se peut, pas forcément ça, mais il faut avoir des informations quand même. La puissance électrique au Maroc, c'est combien? La puissance en Espagne, en France, de manière générale, par les chiffres exacts, hors de grandeur. Oui, c'est des centaines, des milliers de mégawatts. Centrale électrique, 100 mégawatts. 100, 200, 300. Centrale nucléaire, entre 1 et 2 gigawatts, la puissance délivrée. Éolienne, les grandes éoliennes. La plus grande éolienne, c'est plus petit que 1 mégawatt. C'est immense quand même. Le parc de Essaouira, il fait 60 mégawatts. La puissance demandée, exigée par la ville de Essaouira, 20 mégawatts. Donc on a construit une centrale éolienne qui donne 3 fois ce que consomme une ville. Comme Essaouira. Essaouira veut juste 20 mégawatts. C'est une moyenne. Tu consommes, tu as une puissance. Mais la maison juste à côté n'a pas ouvert la même chose. Donc c'est une moyenne qu'on demande pour une ville, 20 mégawatts pour une petite ville. Regardez pour le soleil, 63 mégawatts par mètre carré. C'est-à-dire, si je fais 6 mètres sur 5 mètres, 6 mètres sur 5 mètres, ça fait 30 mètres carrés. Ça fait presque 2 gigawatts. C'est la puissance d'une centrale nucléaire. Qu'est-ce qui se passe sur le soleil qui est capable d'envoyer autant de puissance? Curiosité. C'est une réalité. Et c'est une vérité, hein. Ces lois-là sont parfaites. Qu'est-ce qui se passe sur le soleil qui permet d'engendrer autant de puissance? On peut faire la même chose sur la Terre. Je prends du charbon, je prends ce que vous voulez. Vous brûlez, vous mesurez cette puissance, vous trouvez une toute petite puissance. Mais sur le soleil, c'est immense. Pas de réponse. Bien sûr, on est 1860, pas de réponse. J'en passe, ça c'est le. Donc, le maximum dépend juste de la température. C'est incroyable. Juste la température, on s'en fiche ce qu'il fait. C'est la même loi, il dépend uniquement, cette forme, elle dépend uniquement de la température.
mesurer la température de ces étoiles par le maximum. J'en passe. Oui, ça aussi c'est important. Hertzsprung et Russell sont deux astrophysiciens, Machiavelli, ils ont récolté, ils ont tout simplement classifié. Les scientifiques utilisent au fur de classification. C'est très important. J'appelle ça la méthode de Chaumicha. Vous connaissez Chaumicha? Lorsqu'on fait l'exercice, lorsqu'on a un projet, lorsque vous avez un travail à faire, on doit respecter 4 points que Chaumicha respecte parfaitement. Premièrement, la définition, objectif. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, ça va. Deuxième point, les données. Vous écrivez la définition. Dans chaque terme, vous devez écrire les données. En fonction de ce que vous avez. Je vais les donner à Chaumicha. Les ingrédients. Et les présentes. Je vais dire l'exercice. La forme, tu commences tout de suite à répondre. Finalement, les données. Il ne faut pas répondre à la question. Il faut d'abord la comprendre. Vous écrivez toutes les données. 1. Définition. 2. Les données. Troisièmement, les outils. Donc là, on dit le fonction. Non, ce sont les outils. C'est un exercice. Les outils, ce sont des formules mathématiques dont j'aurai besoin éventuellement. Je les écris. Quatrièmement, réflexion. Ça, je peux checker. Comment? Voilà, réflexion. Tu es en train d'observer devant ce que vous avez devant toi. Une fois que tu as fini la partie réflexion, tu as fini. Ton travail est terminé. Ce n'est pas la peine de continuer. Vous ramenez n'importe quel étudiant ici, n'importe lequel. Vous lui donnez la définition, les données, les outils, et vous écrivez la réflexion, et vous dites, s'il vous plaît, vous pouvez continuer, il va continuer. Vous avez fini. Donc, le travail consiste à comprendre la méthodologie, plutôt que de répondre. Madame Chou, tout de suite à la réponse. Ne répondez pas. Il faut d'abord maîtriser ce que vous avez. La classification, il y a des milliards d'étoiles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tracé la luminosité de chaque étoile par rapport à la couleur. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Toutes les étoiles, chaque étoile c'est un point. Ils se trouvent dans une séquence. Ils ont découvert l'évolution des étoiles, la vie d'une étoile. Ils l'ont découvert. Donc, dans la classification, tu es incapable de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Comprendre ne signifie pas que je connais d'avance la réponse. Comprendre, c'est enclencher un processus qui va me permettre de découvrir des choses magnifiques. On est des enfants, on est en train de jouer. Comme il a dit Newton, j'ai l'impression d'être tout simplement un enfant en train de jouer sur la plage. Et j'ai découvert des cailloux, des coquillages très jolis. Très bien, ce qu'il a fait, son œuvre. Alors que s'étendait devant moi l'immense océan de vérité inexplorée. Je répète, j'ai l'impression d'être un enfant en train de jouer sur la plage et de découvrir quelques cailloux, des coquillages qui étaient très jolis. Alors que s'étendait devant moi l'immense océan de vérité inexplorée. Lorsqu'un scientifique répond à une question, très bien, il se pose 10 autres questions. Moi, je connais beaucoup plus d'informations que ma mère. Ma mère, elle est illettrée, ma mère, mais si je compare ce que je ne connais pas par rapport à ce que je connais, je suis 1000 fois plus ignorant que ma mère. Parce que je connais beaucoup plus d'ignorance que connaît l'ignorance de ma mère. Plus on avance dans la science, plus on est des ignorants. Parce qu'on fait face à cet immense océan de vérité qu'on comprend. Donc, son travail, ils n'ont pas reçu le prix Nobel, mais c'est un travail immense. Ils ont ouvert une voie de recherche incroyable sur l'évolution des étoiles. Alors, en voulant interpréter la fonction mathématique, d'abord il fait, en voulant interpréter, retrouver la fonction mathématique, modélisation mathématique. On a besoin de la théorie de l'électromagnétisme, de la thermodynamique. On fait le calcul et on trouve une fonction qui tend vers l'infini. L'infini, c'est juste chez les mathématiciens. L'infini n'existe pas physiquement. L'infini, c'est très long aux physiciens. La catastrophe ultraviolette. Pourquoi cette catastrophe? Parce que cette fonction tend vers l'infini. On ne sait pas.
C'était en 1895. Il a fallu interpréter cette fonction mathématique. La théorie ne marchait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un monsieur qui a trouvé la solution. Vous connaissez? Le corps noir. C'est le rayonnement iris. Vous avez vu le rayonnement? Ce que vous avez vu, c'est la dissipation de la lumière. Là, c'est l'intensité. Vous relevez l'intensité en fonction de l'angle, tout simplement. Si je veux modéliser ça mathématiquement, je trouve une fonction qui est en réel infini. Ça ne marche pas. Il y a un monsieur qui s'appelle Planck. Il a introduit la constante de Planck. Il a dit que le rayonnement qui passe d'un corps vers l'enceinte de ce corps noir et se fait de manière discontinue. En fait, c'est faux. L'histoire, il nous dit que Jacques Qallab n'est pas un artifice mathématique. La démonstration des douleurs Hams. On prend la théorie de thermodynamique, l'électromagnétisme, l'intégrale Ost. L'intégrale, il représente une sommation continue, la transmission des photons, du rayonnement entre l'enceinte et le corps. Je vais vous dire, l'intégrale, je par une sommation discrète. Vous تخلفوا واحد H nul اخترعها. Ouf, où est la formule qui marche très bien. Maintenant, interprétation. Là. Dans ce cas, la sommation c'est discret, donc l'absorption dans le corps noir se fait de manière discontinue. Le mot quanta vient après. L'explication derrière. Donc on imagine un scénario pour expliquer une formule mathématique. Bien sûr, prix Nobel de physique. Il a remplacé juste une intégrale par une sommation. Il a réussi à trouver la formule magique. On a fini cette partie-là, on passe à l'observatoire. Vous connaissez la constellation d'Orion? 5 minutes, ça. 5 minutes? Non, 300 minutes. Vas-y. Bon, rapidement. Constellation d'Orion, c'est en hiver. Ici, c'est Bellatrix, Betelgeuse, Betelgeuse, Safe, Berigine. On voit pas bien l'image ici, observatoire, thématique. En 2005, un article de l'optique et le ciel, magnifique, et le Kendall, il est connu mondialement à travers. Le journal a évité ce travail. Et en 2006, le Maroc faisait partie de 5 pays pour faire abriter le plus grand télescope au monde. Il s'appelle le ET. Il a 42 mètres de diamètre avec un coût de 1 milliard d'euros. Donc il y avait l'Espagne, l'Argentine, le Chili, le Maroc et l'Arctique Antarctique. Ils ont financé à 200 millions le projet de mesure de la qualité optique du ciel dans un endroit au Maroc pour récupérer, pour pouvoir dire que c'est là où on peut construire ce géant télescope de 42 mètres. Si on le place devant les pyramides, on voit l'immensité. Ça, ce sont les plus grands télescopes au monde. Ils font 8 mètres de diamètre, ils sont au Chili. Et ça, c'est le futur. On voit ici, on a l'équipe de notre ils ont trouvé un site, un jeu actif. On voit un truc ici, il y a un plateau. Le sommet, c'est un plateau. Le matériel était volumineux. Il a fait appel à l'armée pour prendre ce matériel, le placer là-haut, parce qu'il n'y a pas de route. C'est l'armée qui a pris le matériel, ils l'ont placé. Il y a une tour de 14 mètres. Un étudiant doctorat qui est resté juste plus de 300 jours là-bas. Il a fait le travail de mesure de CI, qualité optique du ciel, avec panneau solaire par l'électricité, piège de ratio, voilà le résultat, un article, c'est ce qu'on appelle le CI de à peu près 0,6-0,5, c'est le meilleur au monde. Mais finalement, l'attribution est partie vers le Chili parce qu'ils ont une infrastructure incroyable. Au Maroc, ils doivent tout construire. Mais on a gagné quand même une célébrité. On est connu mondialement pour avoir mesuré un site merveilleux au jeu actif. J'en passe rapidement. Voilà, qu'est-ce que c'est que le CI? C'est la qualité optique. Le ciel, il est là. Il contient des bulles d'air froid et chaud. On ne les voit pas. Parce que la lumière passe dans ces bulles, il fait un mouvement comme ça. Et on voit les grands en train de scintiller. Donc, regardez ici l'image qui bouge. Donc l'étoile, c'est très bon, pas bon, mauvais. Scientifiquement, on ne peut pas récolter une image comme ça. Ça marche pas. Alors, le
0,6 incline de 1 à l'ukrainienne. En France, c'est entre 2 et 3. On voit la qualité d'image. Donc plus le signe est bon, plus on a une meilleure résolution. Bon, j'en passe, hein, ça c'est. Donc on n'a pas le temps. Le spectrographe que j'ai acheté en 2012, il coûte 24 000 €. Lorsque je l'ai acheté, je ne sais pas à quoi faire ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi j'ai une formation théoricien, et là je me lance dans une recherche, je vais dire expérimentale. Ce qu'on voit ici, c'est la caméra CCD, 7 000 €, noir et blanc. Et là le spectrographe avec un réseau qui n'en pas un prisme. Donc on reçoit la lumière par une fibre optique, par une bonnette. La fibre optique fait 50 micromètres, un cheveu. Donc on doit pointer l'étoile pour faire passer la lumière du télescope, le faire sortir à travers un cheveu. Continue, donc c'est un logiciel de gestion. Voilà une étoile, 1 400 000 km. Regardez ce qui se passe ici à la surface. 0 et la Terre, la dimension. Betelgeuse, il fait à peu près 1 milliard 200, 1 milliard 400 millions de kilomètres de diamètre. C'est-à-dire 1000 fois plus grosse que le Soleil. Si on veut faire le tour de cette étoile avec un avion, sur la Terre, on va faire 40 heures. Sur